Bonjour chers amis. Bonjour chers amis, vous allez bien? Excusez-moi. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous allez bien chez vous? Bonne fête de la Saint-Jean-Baptiste à nous autres les Québécois à Montréal. Bonjour chers amis. Bonjour King Freeman, comment ça va? J'ai pris ce petit temps parce que je veux que nous puissions discuter ensemble de l'arnaque au niveau de l'Assemblée nationale. J'appelle ça de l'arnaque parce que quand on fait exprès de s'adonner à des procédures anticonstitutionnelles, c'est de l'arnaque au niveau du peuple. J'ai préparé pour nous une petite analyse que je suggérais que nous puissions partager. Je vais y aller tout doucement parce que je veux vraiment que les concepts soient compris correctement. Ah, Facebook. Excusez-moi, je viens de me connecter aussi sur Facebook. Ok, merci à tous les amis qui se connectent. Bon anniversaire à quelqu'un qui m'est très cher. Mon pangamé, un frère d'une autre maman. Le juriste écrivain Blaise Ndala, bon anniversaire. En tout cas, que le Seigneur te bénisse et ta petite famille et qu'il t'accorde toujours ses grâces. Bon, chers amis, je veux que nous puissions discuter, excusez-moi, de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Je vais en profiter pour féliciter, vraiment je félicite tous les compatriotes qui sont descendus aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale, c'est l'organe législatif du pays. C'est eux qui créent les lois qui nous régissent. Mais malheureusement, nous assistons à un théâtre désolant qui nous est offert. On a ces organes-là qui sont censés prendre des lois. Ils sont en train de fouler aux pieds, de bafouer ces mêmes lois qui sont censées nous régir. Alors, la Constitution demande à tout Congolais de pouvoir faire obstacle aux gens qui veulent renverser l'ordre constitutionnel ou l'ordre institutionnel que nous avons. Et à l'Assemblée nationale, malheureusement, il y a ce complot contre le peuple qui est en train de se faire. Moi, je félicite tous les compatriotes qui sont sortis dans la rue aujourd'hui pour dire non. De la même façon que nous avons fait pression en 2015 pour empêcher Kabila de pouvoir changer la constitution et s'est représenté pour un troisième mandat. De la même façon, nous allons faire un bloc commun pour faire obstacle à cette arnaque-là qui se prépare contre le peuple. Parce que il n'y a pas d'autre nom, c'est une arnaque. Ce n'est pas une question de l'UDPS. Il faut vraiment que l'on soit clair là-dessus. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale aujourd'hui ne devrait pas seulement concerner l'UDPS. Et moi, je salue la déclaration des leaders de la MOUCA qui ont condamné ces propositions de loi qui veulent réduire le pouvoir judiciaire. Tout le monde appelle ou souhaite de tout son cœur l'avènement de l'état de droit pour que nous ayons un état où il n'y a plus d'impunité. Nous ne voulons plus des états où il y a des intouchables. Et moi, je salue vraiment la déclaration des leaders de la MOUCA. Il faudrait que nous puissions tous comprendre que ce qui se passe maintenant n'est pas seulement une question de l'UDPS. Et les leaders de la MOUCA l'ont compris. Les leaders de l'UDPS l'ont compris et le peuple a compris. Et parce que le peuple a compris, nous allons donner chacun notre contribution. Moi, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? J'ai fait une analyse des différentes irrégularités légales, des irrégularités constitutionnelles qui entachent la procédure et les propositions de loi que ont soumis Aubin Minakou et compagnie. J'ai oublié le nom de l'autre monsieur, mais Aubin Minakou et compagnie. Alors, j'ai décidé de les partager dans cette vidéo pour que nous puissions tous comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est vrai, chacun a ses différentes occupations et chacun a ses, comment on appelle ça? Chacun a ses forces. Nous autres, les juristes, notre obligation, c'est d'expliquer les textes des lois. Avec l'avènement de l'état des droits, il est important que chacun de nous comprenne ses droits et ses obligations. Pourquoi les propositions de loi d'Aubin Minakou et compagnie posent problème? C'est la discussion que j'ai voulu que nous ayons aujourd'hui. Alors, je fais une petite analyse pour vous. Enfin, pour nous, pour moi et pour vous aussi. D'abord, il faut savoir que les propositions de loi ne sont pas publiées
Donc, je n'ai pas pu avoir les propositions de loi intégralement telles qu'elles ont été déposées au bureau de l'Assemblée nationale. Mais des différentes explications que lui-même, l'honorable Obeng Minaku, a faites au niveau des médias, il ressort 8 points essentiels qu'ils veulent passer comme modification à travers 3 lois organiques. D'abord, je vais faire une petite pause pour expliquer c'est quoi une loi organique, parce qu'on entend dire que ce sont des lois organiques. Quelle est la différence entre une loi organique et une loi ordinaire? Excusez-moi. Bonjour, Dr. Guy Kikata. Bon anniversaire encore, mec en retard. Ok, au menu aujourd'hui, nous allons discuter les propositions de loi, les 3 propositions de loi qui ont été déposées à l'Assemblée nationale, qui sont en train d'être discutées actuellement par les gens du PPRD, Obeng Minaku et compagnie. Alors, une loi organique, c'est une loi spéciale, dans ce sens que la loi organique, c'est une loi qui complète la Constitution. Dans un cadre juridique, comme je vous ai dit précédemment dans mes précédentes vidéos, le Congo, nous sommes un pays qui fait partie de la famille romano-germanique du droit. Ça veut dire que notre droit est influencé ou est issu du droit français. D'abord du droit belge qui lui-même était influencé par le droit français. Donc nous sommes de la famille civiliste de droit. Maintenant, dans la famille romano-germanique des systèmes juridiques, la loi qu'on appelle organique, c'est une loi spécifique qui complète la Constitution. Elle s'occupe d'une matière précise et sa modification se fait de façon exceptionnelle. Maintenant, dans la hiérarchie des lois, elle se place sous la Constitution et au-dessus de la loi ordinaire. Exemple, nous avons la loi ordinaire qui régit la magistrature. C'est une loi organique. La loi organique, pardon, qui régit la magistrature. Dans la hiérarchie des sources de droit, nous aurons la Constitution, la loi qui régit la magistrature, et puis nous aurons d'autres lois. Par exemple, nous aurons la loi qui régit les services des greffes, ainsi de suite. Donc la loi organique, c'est vraiment une loi spéciale. Et dans notre constitution de la République démocratique du Congo, si vous voulez avoir cette précision-là, c'est dans l'article 124 de la Constitution. L'article 124, elle nous dit ceci: il y a les lois auxquelles la Constitution confère le caractère des lois organiques. Elles sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres qui composent chacune des chambres du Parlement et dans les conditions suivantes. Alors, l'article 124 de la Constitution nous donne les différentes conditions pour modifier une loi organique. Donc, c'était juste pour fixer les esprits. Nous avons maintenant 3 lois organiques. Quelles sont ces lois-là que Obeng Minaku et compagnie veulent modifier? Nous avons la loi organique numéro 13/011/B du 11 avril 2013. Je vous donne comme ça, vous pouvez rechercher vous-même. Donc, la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 qui porte organisation et fonctionnement de compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, qu'on appelle normalement, qui porte le code d'OCJ. Maintenant, nous avons aussi la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 qui porte le statut des magistrats. La 3e loi organique qu'ils veulent modifier, c'est la loi organique numéro 08/013 du 5 août 2008 qui porte organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, c'est essentiellement ces 3 lois-là qu'ils veulent modifier avec leur proposition de loi. Maintenant, je vais lister pour vous les irrégularités que nous avons constatées avec cette modification de Minaku et compagnie. Première irrégularité, je vous ai dit tantôt que ces lois-là étaient des lois organiques. Et ce qui fait d'une loi qu'elle soit organique, c'est notamment le fait que sa modification doit suivre une procédure spécifique. Lorsque nous regardons la Constitution de la République démocratique du Congo et nous regardons les règlements d'ordre de l'Assemblée nationale qui gouvernent les travaux au sein de l'Assemblée nationale, nous nous rendons compte que la procédure pour déposer une proposition de modification de loi organique n'a pas été respectée. Je vais faire une petite parenthèse que je vais refermer directement parce que j'entends des gens souvent parler de projet de loi, de proposition de loi de Minaku. Non. Selon
les termes du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, il faut savoir que on parle de projet de loi lorsque l'initiative de la modification de loi vient du gouvernement. À ce moment-là, on parle de projet de loi. Mais lorsque l'initiative de la modification de la loi vient d'un député ou d'un sénateur, donc vient du Parlement, à ce moment-là, on parle de proposition de loi. C'est comme ça, vous allez m'entendre vous parler de proposition de loi. Je n'appelle pas ça projet de loi parce que ça vient d'un député, enfin des deux députés, Minaku et compagnie. Et je referme la parenthèse. On revient dans la procédure pour arriver à la modification ou au dépôt d'une proposition de modification de loi organique. On commence par la Constitution parce que c'est la loi suprême. La Constitution, article 124. Alors, l'article 124, elle nous dit ceci. Le point 1. Les lois, enfin, le préambule, je vous ai lu, les lois auxquelles la Constitution, blablabla, à caractère organique, elles peuvent être modifiées d'abord à la majorité absolue des membres composant chacune des chambres. Ça veut dire, quand on dit la majorité absolue des membres composant, ce n'est pas la majorité des membres présents. Ça veut dire, dans le cas de l'Assemblée nationale, les lois de Minaku, supposons par impossible qu'elles étaient régulières, s'ils veulent voter ces propositions de loi-là, il faut que ce soit la majorité absolue, plus de 250 membres, parce que l'Assemblée nationale a 500 députés, donc il faut qu'on ait plus de 250 personnes. Maintenant, le premier point que la Constitution nous donne, la proposition de loi, elle ne peut pas être soumise à la délibération et au vote à la chambre plénière. Après, elle ne peut pas être soumise à la délibération et au vote avant l'expiration d'un délai de 15 jours obligatoire de son dépôt auprès du gouvernement. Et ce point de l'article 124 de la Constitution est repris dans le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale elle-même, qui dit ceci. L'article 159 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale dit que les lois auxquelles la Constitution, il répète la même chose, auxquelles la Constitution confère le caractère de loi organique, sont votées, modifiées à la majorité des membres composant chacune des chambres dans les conditions suivantes. 1. La proposition de la loi n'est soumise à la délibération et au vote à la chambre plénière saisie qu'après l'expiration d'un délai de 15 jours après son dépôt au gouvernement. Et le dépôt de la loi préalablement au gouvernement rencontre aussi les prescrits de l'alinéa 3 de l'article 130 de la Constitution, et nous avons l'article 143 du règlement d'ordre intérieur qui donne la procédure de dépôt. Lorsque vous avez une proposition de loi qui veut modifier une loi organique, avant que ça ne soit déposé au niveau de l'Assemblée nationale, ça doit passer par le gouvernement, puisque le gouvernement doit renvoyer ses observations, de sorte que lorsque l'Assemblée nationale va commencer à faire les discussions, elle va prendre en considération les observations du gouvernement pour les retenir ou les rejeter. Mais elle aura au moins sur sa table les observations que le gouvernement lui aura envoyées. Et cette étape qui est prévue et dans la Constitution et dans le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale n'a pas été respectée par les propositions de loi d'Aubin Minaku et consorts. Rien qu'avec la violation de cette étape-là, les propositions de Minaku et compagnie s'exposent à la censure de la Cour constitutionnelle parce que c'est une étape obligatoire. C'est une étape qui est essentielle puisque nous sommes en face des lois organiques. Alors, ce qu'ils ont fait là, déposer leur proposition de loi sur le bureau de Mabunda et puis Mabunda qui commence à envoyer en commission parlementaire, c'est tout sauf le respect de la loi. C'est pour ça, au début de la vidéo, je vous ai parlé de l'arnaque contre la République. Nous sommes en face des lois organiques. Il est important, impérieux. Ça ne dépend pas de l'avis de Minaku, ça ne dépend pas de l'avis de Mabunda. C'est la Constitution qui le dit. La proposition devait passer au niveau du gouvernement et puis ils ne l'ont pas fait. Première irrégularité. Maintenant, autre chose qu'il faut retenir pour les lois organiques.
Les lois ordinaires, elles peuvent être votées par l'Assemblée nationale et puis la Chambre haute, le Sénat, donc le Parlement, et puis ils vont envoyer au président pour la promulgation. La promulgation, c'est la censure de la loi. Donc, la sanction que le pouvoir, la présidence de la République donne à une loi pour qu'elle puisse devenir opposable à tous. Maintenant, lorsque la loi est votée, elle peut être promulguée. Si la loi est promulguée et que dans la loi ou toute la loi se trouve être inconstitutionnelle, on peut saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle puisse déclarer la loi inconstitutionnelle. Ça veut dire a posteriori. Mais pour les lois organiques, il y a un autre garde-fou qui est la Constitution, mais qui se retrouve et dans la Constitution et dans la loi sur la Cour constitutionnelle. Ce garde-fou dit ceci, que les lois organiques ne peuvent pas être promulguées si elles ne sont pas passées par la sanction préalable de la Cour constitutionnelle. Un élément qui donne encore une caractéristique particulière à la loi organique, c'est qu'elle ne peut pas être promulguée. Donc, supposons que l'Assemblée nationale termine leur théâtre qu'ils sont en train de faire, parce que pour moi, c'est un théâtre honteux. Supposons qu'ils terminent, qu'ils votent quand même leur loi et qu'ils envoient au président pour promulgation. Le président est obligé de déposer cette loi-là à la Cour constitutionnelle, préalablement à toute sanction de sa part. C'est un autre garde-fou pour empêcher que nous ayons dans l'arsenal juridique du pays des lois qui violent la Constitution. Maintenant, je vais prendre les différents... Donc, je vais vous donner juste l'article de la Cour constitutionnelle pour ceux qui veulent aller vérifier. Donc, le dépôt préalable de la loi organique auprès de la Cour constitutionnelle pour en vérifier la constitutionnalité, nous trouvons cette exigence-là au niveau de l'article 160 de la Constitution. Et puis, nous avons l'exigence aussi au niveau de l'article 44 de la loi organique qui crée la Cour constitutionnelle. Donc, elle dit la même chose, que la Cour constitutionnelle est saisie par le président de la République préalablement pour les lois organiques avant leur promulgation. Maintenant, dans les médias, nous avons relevé 8 points d'irrégularité des propositions des lois de Minakou et compagnie. Je vais les prendre l'un après l'autre comme ça. Nous allons évoluer ensemble. Et puis, vraiment, je m'excuse, chers amis, je vois des gens qui m'envoient des questions. J'ai du mal à lire les questions et puis à faire pour vous le partage. Donc, je vais faire d'abord l'exposé pour vous et puis je vais prendre les questions. So, bear with me, ne m'en tenez pas rigueur. Première modification. Je vous ai dit qu'on a 3 lois organiques. La loi sur l'organisation de la compétence judiciaire, la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature et puis la loi sur la magistrature elle-même. Le premier point qu'ils veulent modifier, ils disent ceci. Avec ces propositions de loi, sans que l'on sache très bien la proposition spécifique dont je veux vous parler, elle se trouve dans laquelle de ces 3 lois-là, mais elle ressort de tout leur arsenal-là de modification. Elle ressort. Première modification proposée, l'institution d'une conférence des procureurs comme cadre de concertation et d'échange en vue de la définition de la politique criminelle présidée par le ministre de la Justice. Je vais répondre tout doucement et puis vous allez voir où est-ce qu'il y a le problème. L'institution d'une conférence de procureurs comme cadre de concertation et d'échange en vue de la définition de la politique criminelle présidée par le ministre de la Justice. Lorsqu'on parle d'institution, on parle de création. On parle de mise en place d'une structure qui n'existe pas. Premier élément, la conférence des procureurs. Procureur, je suppose, parce que comme je vous ai dit tantôt, je n'ai pas vu le texte précis. Procureur, je suppose qu'il parle des procureurs dont les magistrats du parquet. Parce que les magistrats du parquet de la poursuite sont des procureurs. Il faut savoir que dans la magistrature, on a 2 catégories d'intervenants. On a les magistrats du parquet qui cherchent les infractions et qui initient l'action publique et font la poursuite. Et puis, nous avons les magistrats du siège, les juges,
qui tranche du litige qui est porté devant eux. Donc, l'institution d'une conférence, ça veut dire création d'une conférence. La conférence sera le cadre de concertation, ça veut dire d'échange, en vue de définir la politique criminelle. Sans rentrer dans les détails des problèmes que pose le libellé tel quel, parce que la politique criminelle fait partie de la politique de la répression. Normalement, cela relève du ministère de la Justice. Mais si le ministère de la Justice veut associer à cet exercice-là des praticiens du droit, il n'y a pas de problème. Mais voici où se pose le problème. L'article 134 de la Constitution. L'article 134 de la Constitution dit ceci. Les propositions de loi et les amendements formulés par les membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat ne sont pas réceptables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'il ne soit assorti des propositions dégageant les recettes ou les économies correspondantes. Donc, nous avons des propositions de loi qui vont créer une nouvelle charge publique sans qu'on nous dise dans le budget où est-ce qu'on va chercher cet argent-là, sans qu'on nous dise dans le budget comment est-ce que cette nouvelle charge publique qui sera créée va permettre au gouvernement de dégager les recettes ou bien de dégager des économies dans la loi financière, la loi budgétaire. Et la Constitution est claire. Lorsque vous avez une proposition de loi qui va augmenter les dépenses, et en plus nous sommes en cours d'année, la loi ne peut pas être recevable, la proposition d'amendement. C'est-à-dire que la proposition d'amendement des Minac et compagnie qu'ils ont envoyée en commission parlementaire, la commission parlementaire devait rejeter ces propositions-là pour irrecevabilité. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas. Les trois propositions de loi sont muettes par rapport à l'économie des recettes qui seront générées par ces trois propositions. Mais nous savons pertinemment bien que la création d'une nouvelle charge publique crée de nouvelles dépenses pour l'État. Voilà une proposition qui ressort de ces trois propositions de loi et qui est anticonstitutionnelle. Avec l'article 134 de la Constitution, les trois proposition des Minac et compagnie s'expose à la sanction de la Cour constitutionnelle. Deuxièmement, je vous ai dit qu'il y avait 8 points, ça c'est le premier point. Deuxième point, le retour des magistrats provisoires nommés par le ministre de la Justice sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. On nous dit le retour, ça veut dire on veut nous ramener à un cadre institutionnel ancien. Ce n'est pas mauvais de revenir à un cadre ancien si ce cadre-là était pertinent et qu'il était bénéfique. Mais nous avons un problème lorsque on veut nous ramener dans l'illégalité, l'inconstitutionnalité. Il faut savoir qu'en ce qui concerne la magistrature, le président de la République est la seule autorité habilitée à nommer et à révoquer les magistrats. La seule. Et cette prérogative ou ce monopole dans la nomination, nous le retrouvons, le monopole en fait, dans les articles suivants. Nous avons l'article 82 de la Constitution de la République qui dit ceci: le président de la République nomme, relève de leurs fonctions et le cas échéant révoque par ordonnance les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, il faut savoir que l'article 3 de la Constitution de la République institue le président de la République comme le garant de la Constitution. De sorte que on ne peut pas retirer une prérogative constitutionnelle à une institution de la République au travers d'une loi, fût-elle une loi organique. C'est une procédure irrégulière. Une prérogative constitutionnelle ne peut être modifiée ou changée que dans le cadre de la modification de la Constitution. Parce qu'en droit, ce que tu ne peux pas faire directement, tu ne peux pas le faire indirectement.
Donc, ils se disent, on ne peut pas modifier la Constitution, mais on va aller changer la loi sur les magistrats en donnant au ministre de la Justice la possibilité ou la prérogative d'intervenir dans la nomination de magistrats. Mais cette loi-là sera contradictoire à la Constitution qui reconnaît au seul président de la République la prérogative constitutionnelle de nommer les magistrats. Et cette prérogative, nous la retrouvons aussi dans la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature. Lorsque vous regardez, d'abord, le préambule de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature dit ceci. On donne plusieurs points. Pourquoi est-ce qu'on a pris la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature? Et puis, à un moment donné, on dit que, cependant, le président de la République, chef de l'État, est et demeure. Il est et il demeure. C'est pourquoi c'est enchâssé dans la Constitution. L'unique autorité de nomination, de promotion, de mise à la retraite, de révocation et de réhabilitation de tous les magistrats sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Et à cet effet, il peut formuler des observations sur les propositions qui lui sont adressées par le Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est dans le préambule. Maintenant, l'article 7. Je vous donne les articles, comme ça, vous pourrez aller voir de vous-même. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi les gens descendent dans la rue. L'article 7 de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature nous dit ceci. L'Assemblée générale, donc l'Assemblée générale de magistrats, qui constitue le Conseil supérieur de la magistrature, examine les dossiers des magistrats en vue de leur nomination, promotion, démission, mise à la retraite, révocation et les cas échéants à leur réhabilitation. Les propositions irrélatives sont transmises au président de la République qui, en déant le 30 jours de leur réception, peut formuler des observations au Conseil supérieur de la magistrature. Donc, on réaffirme encore l'autorité qui est habilitée à nommer, révoquer, en tout cas à s'occuper du mouvement des magistrats, c'est seul le président de la République. Par ailleurs, on peut nous dire, mais en cas d'urgence, lorsque le Conseil supérieur de la magistrature ne se réunit pas, qu'est-ce qui arrive en cas d'urgence? C'est qu'on a besoin de nommer un magistrat. La loi sur la magistrature a prévu ce qui va se passer en cas d'urgence. S'il y a une situation d'urgence et qu'il faut pourvoir au remplacement d'un magistrat, il y a l'article 12 de la loi sur la magistrature. Nous avons parlé de la Constitution. Nous avons parlé de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature. Là, je vous donne les références de la loi sur la magistrature elle-même. En son article 12, elle dit ceci. En cas d'urgence, le premier président de la Cour de cassation pour les magistrats du siège ou le procureur général près de cette cour pour ceux du parquet peut désigner provisoirement à un grade immédiatement supérieur tout magistrat remplissant les conditions prévues à l'alinéa 1 de l'article 11. L'article 11 nous dit comment est-ce qu'il faut nommer un magistrat. Donc, la désignation qui est ainsi faite en cas d'urgence, elle est soumise à la prochaine réunion du Conseil supérieur de magistrature. Maintenant, au cas où la prochaine réunion du Conseil supérieur de magistrature n'est pas possible dans un délai de 2 ans, le magistrat qui a été ainsi désigné provisoirement devient permanent. Donc, il acquiert de plein droit son grade. Mais, pour que la nomination soit permanente, le président du Conseil supérieur de la magistrature transmettra ce dossier au président de la République pour qu'il puisse procéder à la nomination du magistrat. Donc, tout a été prévu. Il faut savoir que l'arsenal juridique est un. Les différentes lois s'embriquent les unes les autres. On ne peut pas venir nous faire miroiter une certaine carence ou une certaine lacune à suppléer. Il n'y a pas de lacune. Il n'y a pas de pertinence au jour d'aujourd'hui de retirer cette prérogative-là, ni au président de la République, ni au Conseil supérieur de la magistrature, pour remettre la prérogative au ministre, qui du reste est du pouvoir exécutif. Maintenant, l'autre point, le troisième point, qui ressort des propositions de loi de Minaku et compagnie, détermination des modalités d'injonction du ministre de la Justice, laquelle peut influer sur le cours de l'instruction criminelle.
Chers amis, j'ai dit au début qu'il y a de l'arnaque au niveau de l'Assemblée nationale parce qu'on joue avec les mots et puis on veut se moquer du peuple. Regardez comment les termes sont utilisés. Je veux relire tout doucement pour vous. Détermination des modalités d'injonction du ministre de la Justice, laquelle injonction peut influer sur le cours de l'instruction criminelle. Lorsqu'on dit instruction criminelle, d'aucuns peuvent penser que nous sommes au préalable de l'action judiciaire. Bon. Il faut savoir ceci. Lorsqu'on dit l'action judiciaire ou lorsqu'on dit le cours de la justice, en droit, nous sommes en droit évidemment, l'action judiciaire commence par l'ouverture d'un dossier d'enquête par l'officier du ministère public et elle se conclut par un jugement final par une juridiction compétente. Donc nous avons l'enquête, nous avons la demande de fixation pour audience, nous avons l'audience et nous avons la décision finale de la juridiction compétente. C'est comme ça que c'est clôture. Donc, à partir de l'enquête de l'officier du ministère public jusqu'à la décision finale du juge, nous sommes dans le cours de l'action judiciaire. Nous sommes dans le cours de la poursuite ou de l'action en justice. Toute intervention à quelque niveau que ce soit serait une obstruction au bon déroulement ou bien une obstruction à l'action de justice. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai suivi l'intervention de Aubin Minakou qui disait sur Top Congo que non, l'instruction du ministre de la Justice, ce n'est pas sur les juges. Les gens ne comprennent mal. Nous ne voulons pas influer les juges, c'est sur le parquet. Mais le parquet n'est pas en dehors de l'action judiciaire. L'action judiciaire commence avec l'action du parquet. Parce que c'est le parquet qui a l'obligation ou qui a le pouvoir de rechercher les infractions, d'enquêter sur les infractions, d'arrêter les gens, de faire les enquêtes, de créer, de monter un dossier qui va soumettre au tribunal. Et c'est le tribunal qui va trancher. Est-ce que la personne est coupable ou non? Mais l'action judiciaire commence par le parquet. Donc, influer sur le parquet, c'est influer sur l'action judiciaire. Maintenant, quels sont les articles et de quelles lois qui nous permettent de dire que cette injonction qu'ils veulent instaurer est irrégulière? Et nous disons qu'elle est même inconstitutionnelle. Il faut savoir que l'indépendance de la justice est consacrée par la Constitution. Nous avons les articles 149, 150 et 151 de la Constitution. Parmi ces articles, je veux vous lire ce que moi je considère comme l'article le plus pertinent de ces trois articles-là qui ensemble consacrent en fait l'indépendance du pouvoir judiciaire. L'article 149, alinéa 1er, il dit ceci. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Haute Cour militaire, les cours et tribunaux, blablabla. Maintenant, lorsque nous prenons l'article 151, alinéa 1er, le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, le juge, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice. Ce bout-là, c'est le bout qui est le plus important. Ni entraver sur le cours de la justice. Quand est-ce que commence le cours de la justice? Le cours de la justice, nous le savons, commence par l'ouverture du dossier qu'on appelle RMP, le dossier au niveau de l'officier du ministère public, la fixation au niveau du tribunal et la décision finale du juge. Donc, si le ministre de la Justice veut intervenir pendant le travail du parquet, il est en train de violer l'article 151 alinéa 1er de la Constitution. Et une telle proposition de modification ne peut pas passer. On ne peut pas donner au ministre de la Justice un pouvoir que la Constitution clairement lui interdit. Donc, le pouvoir exécutif ne peut donner injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver les cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. C'est-à-dire, lorsque le tribunal rend sa décision et qu'on veut maintenant exécuter la décision,
Le pouvoir exécutif ne peut pas venir s'opposer. Il doit laisser la justice aller jusqu'au bout. Ça veut dire exécuter la décision qui a été rendue. Si la décision était de déclarer quelqu'un innocent, il ne faut plus continuer à cerner cette personne-là. Il faut la laisser vivre librement parce que la justice l'a vindiqué. Mais si la décision est de condamner un individu, il faut que la personne puisse exécuter la sentence qui lui a été infligée. Donc, la proposition qui veut que l'on puisse déterminer les modalités de l'injonction du ministre de la Justice qui peuvent lui permettre d'influer sur l'instruction criminelle est inconstitutionnelle. L'instruction criminelle fait complètement partie de l'action judiciaire et à aucun moment le pouvoir judiciaire ne peut intervenir. Le pouvoir exécutif ne peut intervenir, surtout pas le ministre de la Justice. Maintenant, y a-t-il injonction du ministre ou pas? Il faut savoir que, ça c'est à titre informatif que je vous le donne, dans notre droit congolais, il y a l'injonction du ministre qui est prévue. Parce que la magistrature est un corps hiérarchisé. L'injonction du ministre est prévue. Cependant, il faudrait retenir que les modalités d'exercice de cette injonction sont déjà bien définies. Où est-ce qu'ils sont définis? Je vais vous donner les références. L'injonction du ministre de la Justice dans notre droit est prévue notamment dans l'article 15 de la loi sur la magistrature, l'article 70, donc l'article 70 de la loi sur l'organisation et la compétence judiciaire, et l'article 72-72 de l'organisation et la compétence judiciaire. Qu'est-ce que ces différentes dispositions de loi nous disent? Elles disent ceci, je vais vous le lire parce que c'est quand même important. Lorsque nous prenons la loi sur l'organisation de la magistrature, article 15, ça nous dit ceci. Alinéa 1er, le magistrat du parquet assume sa mission d'officier du ministère public sous la direction de l'autorité hiérarchique. Toutefois, alinéa 2, sans préjudice, ça veut dire en respect avec, sans préjudice des articles 149, 150 et 151 de la Constitution. Souvenez-vous, je viens de vous dire, ces trois articles-là consacrent l'indépendance du pouvoir judiciaire. Donc, l'article 15 de la loi sur la magistrature dit ceci, sans préjudice de ces articles-là, ça veut dire en respectant ces articles-là, le gouvernement peut, sans avoir à interférer de quelque manière que ce soit, dans le cours de l'instruction, saisir le procureur général près la Cour de cassation des faits qui relèvent de sa compétence afin de mettre l'action publique en mouvement. On revient à l'article 70 de la loi sur l'organisation et la compétence judiciaire. Qu'est-ce que cet article-là nous dit? Les officiers du ministère public sont placés sous l'autorité du ministre ayant la justice dans ses attributions. Celui-ci dispose d'un pouvoir d'injonction sur le parquet. Le parquet, donc les magistrats qui cherchent les infractions. Il exerce en saisissant, donc comment? Parce qu'on veut nous faire voir que les modalités de l'injonction du ministre ne sont pas définies. Là, je vous démontre que les modalités du pouvoir d'injonction du ministre sont clairement définies et bien encadrées. Le ministre dispose d'un pouvoir d'injonction. Il l'exerce en saisissant le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour d'appel, selon le cas, sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique. L'article 72 maintenant nous dit ceci. Le procureur général près la Cour de cassation exerce les fonctions du ministère public près cette juridiction-là, en ce compris l'action publique. Il peut, cependant, sur injonction du ministre de la Justice, 1. Initier ou continuer toute instruction préparatoire portant sur des faits infractionnels qui ne ressortent pas de la compétence de la Cour de cassation. Donc, le procureur général de la Cour de cassation a une compétence plus large.
Ça veut dire en d'autres termes, même si l'infraction ne relève pas de la Cour de cassation, peut-être l'infraction peut relever de la Cour d'appel ou du tribunal de grande instance, le procureur général près la Cour de cassation peut initier l'action publique. Ça veut dire qu'il peut commencer les enquêtes. Deuxième catégorie, requérir et soutenir l'action publique devant tous les cours et tribunaux à tous les niveaux. Donc, le procureur général pour la Cour de cassation a une compétence de ressort national. Qu'est-ce que ces deux points viennent de nous montrer? Ça vient de nous montrer que la loi organique qui organise la compétence judiciaire dans notre pays, en lien avec la Constitution, on dit ceci. Premièrement, interdiction totale et catégorique au gouvernement de donner injonction au pouvoir judiciaire. Mais, il dit ceci, il peut arriver que le ministre de la Justice donne injonction. Mais cette injonction, le ministre ne peut la donner que pour demander que l'action soit initiée. Ça veut dire, à ce moment-là, le ministre se transforme en plaignant pour porter plainte ou pour attirer l'attention. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi le procès de 100 jours, au début du procès, le ministère public, lorsqu'il a fait la présentation des accusés et lorsqu'il a établi les chefs d'accusation, il a dit ceci, il a donné l'historique. Il a dit, voilà, le président avait déclaré le discours, le projet de 100 jours, mais lorsqu'on a entendu la grogne populaire, il a été décidé en conseil de ministres et le ministre de la Justice a donné instruction d'ouvrir l'enquête qui a été ouverte en février. Donc, la seule fois que le ministre peut donner injonction, c'est de dire, allez, mettez-vous au travail, enquêtez. Par exemple, le procès de 100 jours. Lorsque les activités sur les 100 jours étaient en train de se passer, les magistrats du parquet étaient là. Ils voyaient comme la population ce qui se passe, mais ils n'ont pas bougé. C'est seulement à ce moment-là, pour déclencher une action publique, le ministre peut venir pour dire enquêtez. Ouvrez une action judiciaire. Commencez la mise en branle de l'action publique. Ou bien on a dit continuer. Vous allez vous souvenir, peut-être dans les anciennes vidéos, je vous ai dit que le ministère public, le parquet, a ce qu'on appelle un pouvoir discrétionnaire de la poursuite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on me demande d'enquêter. J'enquête et puis je dis non. Avec les découvertes ou avec les éléments que j'ai pu réunir, les faits et les témoignages, les preuves, ainsi de suite, il n'y a pas opportunité de poursuivre cette affaire devant un tribunal. Mais je dois faire un rapport. Un rapport pour dire, voilà, il n'y a pas opportunité de poursuite parce que, et nous allons classer l'affaire sans suite. Le parquet peut prendre cette décision-là, classer l'affaire sans suite. C'est une décision qui éteint l'enquête. Mais le parquet ne peut pas juste s'asseoir, on vous dit, bon, enquêtez, j'enquête. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, j'enquête. C'est comme s'il y a léthargie. C'est comme s'ils ont abandonné le dossier. Non. Quand il y a une situation comme ça, le ministre de la Justice peut venir pour dire, hey, s'il vous plaît, continuez ce travail-là. Ne le mettez pas de côté. Cette action-là doit aller jusqu'au bout. Il faut qu'un tribunal compétent nous dise qu'est-ce qu'il en est exactement. Vous voyez? Le pouvoir, l'injonction qui revient au ministre est bien catégorisée. C'est interdit de donner injonction, mais dans des circonstances spécifiques bien identifiées, pour demander au parquet d'ouvrir une enquête, pour demander au parquet de continuer. Maintenant, ce que Minaku et consorts veulent faire avec leur proposition de modification de loi, quand ils disent qu'il faut qu'il y ait l'injonction, le pouvoir d'injonction du ministre de la Justice pour l'instruction criminelle, en fait, ils veulent chercher un moyen pour que les ministres aient la possibilité de demander au parquet « Stop, arrêtez les enquêtes ». Demander au parquet d'arrêter les enquêtes alors que le parquet n'a pas fait son rapport d'une opportunité de poursuite, c'est entraver le cours de la justice. Cela viole de façon flagrante l'article 151 de la Constitution alinéa 1er. On ne peut pas permettre au ministre de la Justice de venir faire un stop ou de venir arrêter dans leur élan les magistrats du parquet. Ce sera inconstitutionnel et ce sera illégal parce que la loi qui régit le parquet
en l'occurrence la loi sur la magistrature, et la loi qui régit le pouvoir judiciaire, en l'occurrence la loi sur l'organisation de la compétence judiciaire, interdit un tel pouvoir. Le seul pouvoir que le ministre de la Justice peut avoir, c'est de demander l'initiative, d'avoir l'initiative de commencer une enquête ou de demander de continuer une enquête qui a été en léthargie. Jamais, au grand jamais, de venir stopper une enquête. Ce serait une entrave grave et flagrante à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et cela ne peut pas être toléré. Cela doit être stoppé par la population, évidemment par tous les Congolais. Je vous ai parlé de l'article 15 de la loi sur la magistrature, l'article 72. Je vous donne des références comme ça, vous pouvez lire vous-même à vos heures perdues. Et puis, vous pouvez aller même plus loin, lire d'autres lois. Maintenant, dans l'état actuel des choses, il n'y a pas lieu, il n'est pas opportun, on n'a pas besoin, il n'est pas nécessaire de donner une telle possibilité ou prérogative au ministère de la Justice. Quatrième point, je vous ai dit il y a 8 points des propositions de loi des Minaco et consorts. Quatrième point, là nous venons de voir le troisième point. Quatrième point, conformer les 3 lois, donc les 3 lois qui veulent modifier là, à l'article 149 de la Constitution en modifiant la loi de 2013 sur l'organisation, le fonctionnement et la compétence judiciaire. Il n'y a pas besoin, parce que rien qu'avec les 3 points que je viens de vous citer tantôt, il n'y a pas besoin actuellement dans notre arsenal juridique de conformer ces lois-là. Ces lois-là sont présentement très conformes à la Constitution, en ce sens que, 1, elles sont conformes à la Constitution puisqu'elles réservent au seul président de la République la prérogative ou le pouvoir de nommer, révoquer les magistrats. 2, elles sont conformes à la Constitution parce qu'elles prévoient que les lois organiques, avant qu'elles puissent être modifiées, elles doivent passer par le gouvernement. Et lorsqu'elles sont votées, elles sont obligatoirement envoyées à la Cour constitutionnelle pour leur sanction. Et nous avons dit tantôt qu'il n'y a pas besoin de donner un pouvoir extraordinaire au ministre de la Justice parce que ce n'est pas pertinent. Ça a déjà été prévu. Les injonctions qu'ils peuvent donner, ça a été prévu par la loi. Quatrième point. La possibilité de désigner par le président de la République. Et puis, j'ai oublié un autre point que je vous ai dit. Il n'y a pas lieu parce qu'on risque de créer une nouvelle charge publique sans nous donner la contrepartie en recettes qui peuvent être créées ou bien en économie que le gouvernement ou le pays, la République, peut faire sur la loi des finances. Et ça, c'est interdit par l'article de la Constitution que je vous ai lu tantôt. Si ma mémoire est bonne, c'est l'article 136 ou quelque chose. Maintenant, cinquième point. La possibilité de désignation par le président de la République, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, d'un magistrat à tout grade, des personnes qui remplissent certaines conditions, notamment avocats, professeurs, etc., etc., ayant une expérience de 15 ans. OK. Encore ça, c'est non pertinent. Pourquoi c'est non pertinent? Parce que la loi sur la magistrature donne les conditions dans lesquelles on peut nommer un magistrat. D'abord, la loi sur la magistrature dispose que l'accession à la magistrature, à la carrière de magistrat, se fait par la réussite à un concours. Le Conseil supérieur de la magistrature organise un concours et ceux qui sont intéressés à devenir magistrats vont aller s'inscrire pour passer le concours. Et lorsqu'ils font le concours, il y a un certain nombre de points qu'il faut avoir pour être retenu. La loi sur la magistrature dit ceci. Le Conseil supérieur de la magistrature va retenir ceux qui auront obtenu ces points-là. Il y en a qui auront obtenu moindre de points ou peut-être les mêmes points, mais dans un classement moins avantagé que les autres. On va les retenir comme dans une banque de données, dans une banque des candidats, pardon, dans une banque des candidats. De sorte que, au fur et à mesure, il faut savoir que le concours de la magistrature se fait à chaque 3 ans. Au fur et à mesure qu'on avance pendant les 3 ans, avant une autre édition d'un concours de la magistrature, s'il y a un besoin de pourvoir à un poste de magistrat, on va aller puiser dans cette base-là de candidats. Ceux qui ont passé le concours, qui ont eu de bons points, mais qui n'étaient pas en classement utile pour être nommés magistrats. Maintenant, dans la loi sur la magistrature, il y a l'article 3
je vais vous donner l'article 3 de la loi sur la magistrature qui donne des exceptions. Il dit ceci, l'article 3, pardon, sans dispenser du concours, les candidats exercer comme avocat durant au moins 5 ans. Donc, lorsqu'on veut accéder à la magistrature et qu'on ne veut pas faire le concours, il faut avoir été avocat et avoir exercé pendant au moins 5 ans. Tu peux avoir exercé pendant plus, mais au moins 5 ans. Maintenant, on ne nous dit pas dans cette proposition de loi, encore là, je vous dis, il n'est pas clair. Cette modification-là va apparaître dans laquelle des 3 lois. Donc, je vous donne les 3 points tels qu'il ressort de la sortie au public là, de MINAC ou sur les médias. Mais je suppose que c'est une modification qu'ils veulent faire dans la loi sur la magistrature. La loi sur la magistrature dit ceci. Il est prohibé d'introduire dans la profession des gens qui ne sont pas des praticiens de droit. Il faut savoir que l'enseignement du droit, c'est l'exercice théorique, si je peux me permettre une telle dichotomie, parce que l'exercice suppose une action, et quand on dit théorique, on est dans l'abstrait, mais c'est la façon que je trouve pour m'exprimer. L'enseignement du droit, c'est l'exercice théorique du droit. Et souvent, vous allez voir que les enseignants du droit, avant de devenir purement chercheurs, ils ont peut-être pratiqué dans un domaine ou un autre. Mais ceux qui ne pratiquent ni dans la magistrature, ni dans les barreaux, ce sont vraiment des chercheurs qui consacrent leur temps à publier. Vous allez voir, ce sont des gens qui constituent ce qu'on appelle la doctrine. Souvenez-vous que nous sommes dans un système romano-germanique du droit. Dans le système romano-germanique du droit, nous avons les sources du droit. Et dans les sources du droit, vous avez la doctrine. Je reviens encore à l'exemple du procès de 100 jours. Ceux qui ont suivi le jugement rendu dans le procès de 100 jours, vous allez vous souvenir que lorsque le juge lisait le jugement, 2 fois il se référait à des jugements de la Cour suprême, 2 fois il se référait à la doctrine. Il disait telle personne, telle publication, page telle. Ce sont des livres. Souvent les enseignants de droit, ce sont des chercheurs, des doctrinaires. De la matière pour donner un support d'apprentissage à ceux qui sont en train de pratiquer ou à ceux qui sont en train d'apprendre. Mais ils ne sont pas dans le rouage des cours et tribunaux. Ils ne sont pas dans le rouage du prétoire. Et cela a été prévu dans la loi sur la magistrature de ne pas faire intervenir ces genres de compétences-là. La compétence des professeurs et des chercheurs, elle est mise à contribution s'ils ont pratiqué dans le barreau et cela pour au moins 5 ans. Maintenant, dans cette loi alambiquée des MINAC consort, on nous dit que bon, voilà, il faut permettre au président de la République, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, de pouvoir nommer des gens, des professeurs, etc. Dans etc., c'est dangereux. On ne sait pas qui est dans etc. Est-ce qu'on va nous mettre des politiciens? On peut mettre des anciens députés avec les genres de députés que nous avons actuellement qui ne font même pas l'analyse, le toilettage de notre arsenal juridique avant de venir déposer des hold-up juridiques comme ils l'ont fait là tantôt. Il faut que dans la pratique du droit, que nous ayons des roturiers, des praticiens. La loi sur la magistrature dit qu'il faut passer le concours. Quand vous passez le concours, vous commencez à gravir les échelons. Si vous ne voulez pas passer les concours, pas de problème. Vous êtes un praticien du droit, venez. Vous êtes un ancien avocat, vous avez pratiqué pendant au moins 5 ans, venez. Dans leur proposition de loi, ils augmentent le nombre d'années d'expérience et disent qu'est-ce qu'ils disent encore? Avoir une expérience de 15 ans. Ça vient d'où ce chiffre-là de 15 ans? C'est sur quelle base? Parce que dans la loi, on parle de 5 ans. Quel est l'élément qui permet d'avoir une présomption de maîtrise du rouage juridique dans 15 ans? Comment est-ce qu'il justifie ces nombres-là de 15 ans d'expérience? Sur quelle base? Mais 5 ans d'expérience, ça va. Parce qu'on se dit que la personne vient de terminer ses études, elle a fait 2 ans de stage, elle est devenue avocate, la personne, elle a pratiqué pendant 5 ans, donc elle est dans le rouage du droit au moins pendant 7 ans. Ça veut dire qu'on peut capturer des gens qui ont l'expérience, mais qui sont encore jeunes, qui vont venir évoluer dans la magistrature. Mais quand vous dites 15 ans, puisqu'il faut faire attention, la loi sur la magistrature, je vais vous donner l'article, je pense que c'est l'article 11, les critères pour être nommé magistrat. Donnez-moi juste un instant. Je vais chercher l'article. L'article dit ceci. Les critères pour être nommé magistrat,
il faut avoir... l'article 1er, je l'ai trouvé pour vous. L'article 1er dit ceci. Nul ne peut être nommé magistrat s'il ne réunit les conditions ci-après. Point numéro 1, posséder la nationalité congolaise, ça va de soi. Point numéro 2, être âgé d'au moins 21 ans accomplis et n'avoir pas dépassé l'âge de 40 ans. Maintenant, lorsqu'on regarde le cursus d'enseignement en République démocratique du Congo, tu as 6 ans école primaire, 6 ans école secondaire, 5 ans de la faculté de droit. Ça te fait 11 ans. On commence l'école primaire à 6 ans. Donc, techniquement, si tu suis ton cursus académique correctement, sans beaucoup de problèmes, ça veut dire sans reprendre des années, tu termines ton école primaire à 12 ans, tu termines l'école secondaire à 18 ans et quand tu as fait les 5 ans de la faculté de droit, tu termines à 23 ans. 23 ans, si tu veux faire le barreau, tu vas passer par le stage obligatoire. Donc, tu vas trouver un maître de stage, tu vas faire ton stage pendant 2 ans. Quand tu termines ton stage et que tu quittes la liste des avocats stagiaires pour passer sur le tableau de l'ordre, tu as 25 ans, si tout se passe bien. Quel est ce temps-là que tu vas pratiquer 5 ans pour venir entrer dans la magistrature? 15 ans, pardon. Parce que si tu pratiques pendant 15 ans, ça veut dire que tu termines ton stage. Tu pratiques pendant 15 ans. Quand tu termines ton 15 ans là, automatiquement tu deviens inéligible pour entrer dans la magistrature parce que tu as 40 ans. Le temps que tu postules, si le concours arrive l'année prochaine, tu es inéligible. Quand tu postules, tu vas rassembler les documents, tu es inéligible parce que tu vas dépasser 40 ans. Ça, c'est toute chose restant égale par ailleurs. Si tout se passe bien, c'est absurde. Ils ne nous expliquent pas d'où est-ce qu'ils ont trouvé les montants, le nombre de 15 ans. C'est absurde. Or, lorsque le législateur a fait la loi sur la magistrature et il a dit 5 ans, c'est en prenant en considération tous ces éléments-là. Quelqu'un termine à 23 ans, tu fais 2 ans de stage, 5 ans de pratique, tu as 30 ans quand tu viens postuler à la magistrature. Même si le concours ne se passe pas la même année que tu viens postuler, que ça se passe l'année prochaine, mais tu as encore le temps, non seulement de postuler, mais d'entrer dans la magistrature et d'évoluer. Parce que si tout se passe bien pour toi et que tu accèdes à la magistrature à 30 ans, quand tu as 40 ans, tu as déjà acquis 10 ans de carrière dans la magistrature. Tu es prêt à devenir un magistrat cadre. Tu es prêt à monter dans les échelons. Ça, c'est si tu n'as pas encore monté dans les échelons. Parce que la loi sur la magistrature prévoit l'évaluation des magistrats chaque année. Chaque année, on évalue les magistrats et on soumet au Conseil supérieur de la magistrature les nominations et les promotions. Les magistrats aussi bénéficient des promotions qui sont soumises au niveau du président pour les... Mais c'est absurde. Vous voyez un peu les genres de lois absurdes qu'on nous propose. C'est absurde. Si la proposition telle qu'elle passe, ça veut dire personne ne quittera jamais le barreau pour venir dans la magistrature, puisqu'il faut avoir pratiqué au moins pendant 15 ans. C'est absurde et ça ne peut pas passer. Nous passons au point suivant. 6e point. Ça veut dire les points qui ressortent des propositions de loi des Ménac et compagnie. La possibilité pour les ministres de la Justice de prendre des mesures conservatoires à l'encontre d'un magistrat du parquet défaillant. Point. Maintenant, on veut que le ministre de la Justice commence à sanctionner les magistrats. En d'autres termes, et en français, c'est ça qu'ils veulent dire. La possibilité pour le ministre de commencer à sanctionner les magistrats. Mais la procédure disciplinaire de la magistrature, elle est déjà prévue. D'abord, la Constitution de la République, en son article 3, alinéa 10, elle dit ceci. Elle réaffirme l'indépendance du pouvoir judiciaire en ce sens que elle dit le pouvoir judiciaire, donc les membres du pouvoir judiciaire sont gérés par le Conseil supérieur de la magistrature qui est composé de seuls magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature gère les magistrats. Ceci, c'est pour répondre à un principe de droit simple, universel, qui veut qu'une personne soit jugée ou soit punie ou soit sanctionnée par ses pairs. Dans le Conseil supérieur de la magistrature, on a des magistrats. Donc, si un magistrat commet une gaffe, ce n'est que normal que le Conseil supérieur de la magistrature puisse statuer là-dessus.
On veut faire intervenir le ministre de la Justice. Comment? Par quelle magie? Par quel mécanisme? En plus, l'article 46 de la loi sur la magistrature nous explique déjà quelles sont les fautes, les situations qui font qu'un magistrat peut encourir une sanction disciplinaire ou qu'un magistrat peut être déféré devant le Conseil supérieur de la magistrature. Et l'article 46 de la loi sur la magistrature nous dit ceci: tout manquement par un magistrat au devoir de son État, à l'honneur ou à la dignité de ses fonctions constitue une faute disciplinaire. Tout manquement. Et lorsque le magistrat est nommé et qu'il prête serment, il a le code de conduite. Il sait comment il va se comporter. La Constitution lui rappelle, première autorité qu'il a au-dessus de sa tête, la première autorité morale, c'est la loi et la loi seule. Et puis, tu as la Constitution, tu as les autres lois, dépendamment du problème qui est mis sur ta table. Mais on nous a déjà expliqué dans la loi sur la magistrature, les défaillances des magistrats, ce sont des fautes. Et c'est quoi la faute d'un magistrat? C'est tout manquement à son devoir, au devoir de son État, à l'honneur, à la dignité de sa fonction. Maintenant, l'article 152 de notre Constitution réaffirme cela, en ce sens qu'il dit ceci: le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Il n'y a pas un autre organe qui vient gérer le pouvoir judiciaire. C'est seulement le Conseil supérieur de la magistrature. Et cela est encore confirmé, comme on dit à Lingala, bêtisité. Quand vous prenez l'article 2 de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature et vous prenez le préambule même de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, on réaffirme que le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Il élabore les propositions de nomination, de promotion, de mise à la retraite, de révocation, de démission et de la réhabilitation des magistrats. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur ces derniers. C'est quel pouvoir qu'on veut donner au ministre de la Justice? C'est quel pouvoir qu'on veut donner au ministre de la Justice? On ne nous explique pas. Et le pouvoir que le Conseil supérieur de la magistrature exerce, il exerce par des chambres disciplinaires. Vous savez, le Conseil supérieur de la magistrature fonctionne un peu comme une instance, entre guillemets, d'arbitrage. Même si l'arbitrage n'est pas le terme approprié, mais c'est juste pour montrer que le Conseil supérieur de la magistrature tranche. Puisque normalement, l'action disciplinaire, comment elle se passe au niveau de la magistrature. Et pour expliquer l'action disciplinaire au niveau de la magistrature, ça m'amène à parler du point 7 des propositions de loi des Minaco et compagnie. Donc, le point 7, c'est fixation des modalités pratiques des enquêtes menées par l'inspectorat judiciaire sur le magistrat. Fixation des modalités pratiques des enquêtes menées par l'inspectorat judiciaire sur les magistrats. Encore un non-sens. Puisque lorsque nous regardons la loi sur la magistrature et la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, nous voyons qu'il y a déjà une procédure bien établie. Comment est-ce qu'on traduit un magistrat devant le Conseil supérieur de la magistrature? La loi est bien précise. Quand on dit modalité pratique, ça veut dire du concret. Concrètement, j'attrape un magistrat qui est lui habitué, par exemple, à faire des arrestations arbitraires. Parce que magistrat, souvenez-vous, on a dit que il y a de deux catégories, les magistrats du parquet et les magistrats du siège. Les magistrats du parquet, eux, ils cherchent les infractions, ils cherchent les violations de droits et puis ils procèdent aux enquêtes. C'est eux qui ont la possibilité d'arrêter les gens, de les mettre en détention provisoire, de les mettre sous la garde de la police pour les besoins d'enquête. Le juge, lui, n'arrête pas les gens. Lui, il attend, on lui donne un dossier et puis il va statuer. Donc, supposons qu'on a un magistrat, lui, il est connu notoirement, il est habitué à faire des arrestations arbitraires. C'est contraire au devoir de sa fonction. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a la procédure. Dépendamment du niveau de responsabilité de ce magistrat-là. La loi sur... pardon, excusez-moi. La loi, je vais juste sortir l'article, je ne l'avais plus devant les yeux. La loi sur la magistrature nous donne la procédure disciplinaire. Voilà. Ça, c'est à partir de l'article 46. Vous commencez l'article 46 jusqu'à l'article 61. C'est quand même beaucoup d'articles. Ça fait 15 articles qui donnent la procédure disciplinaire.
Le régime disciplinaire de magistrats. Donc, l'article 46 nous montre c'est quoi un manquement, on l'a dit tantôt. Maintenant, on nous donne aussi les fautes, les exemples, parce que l'article 47 nous donne les exemples des fautes que peut commettre un magistrat. On dit notamment le fait pour un magistrat de parquet de ne pas donner son avis dans un délai. Vous savez, dans la loi de l'organisation et compétence judiciaire, il y a des matières qui doivent obligatoirement être transmises au ministère public pour qu'il donne son avis avant que le juge ne tranche. Donc, si toi, ministère public, on te transmet les dossiers et puis tu mets ça dans les oubliettes, c'est un manquement. Ça va occasionner une action disciplinaire contre toi. Il y a le fait aussi, pour les juges, de ne pas prendre des décisions dans le délai de la loi. Vous savez que lorsqu'une affaire est prise en délibéré, dans le code d'organisation compétence judiciaire, il y a des délais dans lesquels le juge doit rendre son jugement. Maintenant, si toi, tu prends le dossier en délibéré, ad life aeternam, ça veut dire, et puis tu ne dis rien, c'est une faute disciplinaire pour le juge du siège. On dit par exemple, le fait pour un juge ou pour un magistrat de chercher d'entrer en contact avec les parties impliquées dans une enquête ou dans une affaire. Donc, dans une enquête, on s'entend que c'est le parquet. Dans une affaire, on s'entend que c'est le juge. Si tu fais ça, toi, tu es magistrat, c'est notamment une faute. On donne plusieurs exemples. Maintenant, dépendamment de la gravité, on donne des sanctions. Ça peut être un blâme, ça peut être la retenue du tiers d'un salaire, ça peut être la suspension pour 3 mois, ça peut aller aussi loin que la révocation. Et la loi sur la magistrature est claire, elle dit ceci que lorsque les mêmes faits constituent en même temps une faute disciplinaire et un acte criminel, la procédure disciplinaire ne fait pas obstacle à la procédure criminelle. Ça veut dire un magistrat qui commet une gaffe qui en même temps est une faute disciplinaire, mais en même temps c'est une infraction du code pénal, il peut être poursuivi aussi pénalement. Il aura la sanction du Conseil supérieur, mais il aura aussi la sanction des cours et tribunaux. Maintenant, on donne la possibilité, on dit bon, il y a les chefs des juridictions, il y a les chefs des offices des parquets, et puis il y a les magistrats qui sont placés sous leurs autorités. Lorsqu'il y a un chef qui constate une faute commise par un de ces magistrats, il peut l'en informer le Conseil supérieur de la magistrature en envoyant un procès verbal de constat de faute. Et puis on donne même la façon que le procès verbal est établi. Il est établi en 6 exemplaires. Il y a un exemplaire qu'on envoie au Conseil supérieur de la magistrature. Il y a un exemplaire qu'on envoie à la personne incriminée. Il y a un exemplaire qu'on envoie à son chef hiérarchique. Il y a un exemplaire qu'on envoie au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature qui fait un peu office du greffe du Conseil supérieur de la magistrature. Et puis il y a un exemplaire qu'on envoie au premier président de la Cour de cassation, du Conseil d'État, donc aux autorités supérieures du pouvoir judiciaire. Donc c'est très pratique. Quelles sont les modalités? Quand ils disent modalités pratiques, ils parlent de quoi? Maintenant, il faut aussi savoir que la loi sur la magistrature prévoit déjà l'inspectorat judiciaire des magistrats. L'inspectorat judiciaire des magistrats, c'est pour confirmer le principe dont je vous ai parlé tantôt. Le fait qu'un magistrat peut être ou doit être poursuivi par ses pairs. Ouh, je vais juste me moucher. Excuse-moi, je vais me moucher. Oh, je suis désolée, pardonnez-moi. Je vous demande de m'excuser. C'était comme il fallait vraiment que je me mouche. Désolée. Donc, je vais revenir. L'inspectorat judiciaire permet à ce que les magistrats soient jugés par leur pairs. Mais dans la magistrature, n'oubliez pas, on a les chefs des juridictions, mais on a aussi des autorités, comme on a le président de la Cour constitutionnelle, on a le président de la Cour de cassation, on a le procureur général après la Cour constitutionnelle, on a le procureur général après la Cour de cassation, on a le président du Conseil d'État, et puis on a le... comment on appelle encore le président de la haute cour militaire, et non, l'auditeur général après la haute cour militaire. Ça, ce sont les autorités. Ils ne sont pas justiciables, entre guillemets, de l'inspectorat judiciaire. Lorsque ces autorités-là commettent des fautes, il y a une autre procédure qui est prévue pour eux. Si c'est le président de la Cour constitutionnelle qui commet une faute, c'est le procureur après la Cour constitutionnelle qui va entamer les procédures, qui va enclencher les procédures disciplinaires. Et ainsi de suite. Eux ne vont pas relever de l'inspectorat judiciaire. L'inspectorat judiciaire, c'est comme pour dire les magistrats qui sont en bas des échelons de ceux-là que j'ai cités pour vous. Donc, l'inspectorat judiciaire est prévu.
Il faut seulement peut-être constater qu'on n'a pas donné à cet inspectorat jusque dernièrement, ça veut dire jusque dans le pouvoir de Kabila récent, on ne lui a pas donné les moyens de sa politique. Mais cela n'a pas empêché le Conseil supérieur de la magistrature de travailler. Il y a une chose, donner les moyens à des institutions qui existent, que d'en fabriquer d'autres. On veut nous donner l'impression comme s'il n'y a pas un mécanisme qui contrôle les magistrats. Aujourd'hui, tout le monde dit état de droit, que si nous allons dans l'état de droit, ce sera une jungle, les magistrats vont devenir des petits dictateurs, chacun dans son bureau en train de faire n'importe quoi. Non, c'est faux. C'est faux. Il y a un mécanisme de contrôle des magistrats. Ce n'est pas un groupe de surhommes non autrement identifiés. Non. Donc, ce point-là, le point 7 prévu dans les propositions de loi ne sont pas pertinents. Parce que la procédure judiciaire est prévue, disciplinaire pardon, est prévue, l'inspectorat judiciaire est prévu dans la loi sur la magistrature et les modalités de travail sont prévues. Maintenant, le 8e point, qui est le dernier point des propositions de modification de loi de Minaco Compagnie, l'intervention du ministre de la Justice dans le choix et la nomination des magistrats de la Cour constitutionnelle. Ce point-là m'a vraiment énervé, sincèrement. Parce que nous avons affaire à des juristes. La Cour constitutionnelle, là, elle est régie par une loi organique. Dans les 3 propositions de loi de leur vaste blague là qu'ils ont déposées, il n'y a pas la loi sur la Cour constitutionnelle. Alors je ne sais pas par quelle magie ils espèrent faire une modification qui touche à la Cour constitutionnelle sans modifier la loi qui régit la Cour constitutionnelle. Puisque la loi qui régit la Cour constitutionnelle a des dispositions qui sont protégées par des articles de la Constitution. Donc, vous voyez un peu l'intention des gens qui prétendent nous représenter. C'est que tu ne peux pas faire directement, tu ne peux pas le faire indirectement. Si tu ne peux pas changer modifier la Constitution, sache que tu ne peux pas modifier la Constitution. Il ne faut pas aller par des chemins raccourcis, des chemins vraiment comme ça. Et puis toi, tu penses que tu peux modifier la Cour constitutionnelle. Voilà leur proposition. L'intervention du ministre de la Justice. Maintenant, il est de remarquer que la nomination ou le choix des juges qui composent la Cour constitutionnelle est prévu dans la Constitution. Avant même d'arriver dans la loi qui régit la Cour constitutionnelle, la Constitution prévoit le choix des magistrats et des juges qui constituent la Cour constitutionnelle. Article 158 de la Constitution. Cet article dit ceci. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président, dont 3 sont nommés sur sa propre initiative. Ça veut dire le président a l'initiative de choisir 3 membres que lui va nommer. Il y a 3 qui sont désignés par le Parlement et 3 par le Conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, la Constitution va plus loin et dit ceci. Le 2/3, ça veut dire 109, 6 des membres de la Cour constitutionnelle doivent obligatoirement être des juristes. Ils doivent provenir soit de la magistrature, soit du barreau, soit de l'enseignement universitaire. Ça veut dire des professeurs. Ça doit être soit des magistrats, soit des avocats ou des professeurs. Maintenant, l'article 2, alinéa 6 de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, donne les modalités que le Conseil supérieur de la magistrature doit suivre pour choisir ses 3 membres. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Conseil supérieur de la magistrature, il a des organes, notamment l'organe supérieur, c'est l'Assemblée générale des magistrats. Nous avons les magistrats du parquet, nous avons les magistrats du parquet et nous avons les magistrats du siège. Donc, lorsqu'ils se réunissent dans leur assemblée générale et qu'ils disent, bon, nous allons passer au vote pour choisir 3 candidats à soumettre comme juge de la Cour constitutionnelle, la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature leur donne des modalités à suivre. Ils doivent respecter l'expérience, le nombre d'années de carrière. Ils doivent respecter l'équilibre entre les différentes catégories des magistrats. Donc, exemple, vous ne pouvez pas choisir tous les magistrats qui viennent du parquet. Vous ne pouvez pas choisir tous les magistrats qui viennent du siège. Comme vous ne pouvez pas choisir tous les magistrats qui viennent seulement des juridictions civiles en oubliant la justice militaire. Donc, il faut faire l'équilibre entre le parquet, le siège et la justice militaire, ça veut dire l'auditorat militaire ainsi que la haute cour militaire. Donc, ils doivent respecter cet équilibre-là. En plus,
ils doivent respecter la parité, parce que la parité hommes et femmes est constitutionnelle. Ça, c'est la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature qui leur impose cet exercice-là. Enfin, ils doivent respecter l'équilibre géographique du pays. Ça veut dire que vous ne pouvez pas choisir des magistrats qui viennent d'un même coin, d'une même province. Tous les 3 magistrats viennent d'une même province. Non, même si c'est 3 magistrats et que nous avons beaucoup de provinces, il faut chercher un équilibre géographique. Vous pouvez dire par exemple, un magistrat viendra de l'Est, un autre magistrat viendra de l'Ouest, et puis un autre magistrat viendra du Nord ou du Sud. Et puis la prochaine fois, quand vous allez faire des élections, vous allez dire, bon, un magistrat viendra du centre. Vous trouvez des mécanismes comme ça. C'est bien identifié dans l'article 2, alinéa 6 de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, l'article 2 de la loi sur la Cour constitutionnelle elle-même, elle dit ceci. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réunis en congrès et 3 autres par le Conseil supérieur de la magistrature. L'article 4 de la loi sur la Cour constitutionnelle dit ceci. Est nul de plein droit toute nomination intervenue en violation des articles 2 et 3 de la présente loi organique. Ça veut dire de la loi sur la Cour constitutionnelle. Maintenant, Minakou et compagnie, ils ont déposé des propositions de loi. Dans ces propositions de loi, ils veulent obtenir par une gymnastique que eux seuls comprennent, la possibilité pour le ministre de la Justice d'intervenir dans la nomination de membres de la Cour constitutionnelle sans modifier la loi sur la Cour constitutionnelle, sans modifier la Constitution. Mais déjà, la loi qu'ils vont prendre va être inconstitutionnelle, elle va être une loi illégale parce qu'elle ne respecte pas la loi organique qui encadre la nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Et l'article 4 de la Cour constitutionnelle est clair. Et nul de plein droit. Ça veut dire, vous n'avez même pas à discuter. Voilà, nous avons nommé parce que non. Une fois que vous nommez les membres de la Cour constitutionnelle, sans respecter la procédure que nous venons de dire, 3 par le président, 3 par le Parlement réuni en congrès, 3 par le Conseil supérieur de la magistrature. Et le Conseil supérieur de la magistrature, quand il choisit les magistrats que lui veut voir dans la Cour constitutionnelle, il n'a pas à obtenir l'approbation additionnelle d'une autre institution. Non. La loi ne dit pas le Conseil supérieur, après avoir choisi les 3 magistrats, allez faire approuver au ministre de la Justice. Non. Quand leur assemblée générale a choisi, c'est final. Ils vont envoyer ce nom-là au niveau du président. Et une fois que le Parlement aussi a choisi ces 3 magistrats, le président a choisi ces 3 magistrats, on a les 9 magistrats, on va maintenant instituer ou installer le siège de la Cour constitutionnelle. Donc, une telle proposition qui aurait une incidence comme celle-ci, elle est inconstitutionnelle, elle est illégale et elle expose les propositions de loi à être sanctionnées par la Cour constitutionnelle. Maintenant, il faut savoir que nous avons 3 ordres judiciaires conformément à la Constitution et aussi conformément à la loi sur l'organisation et la compétence judiciaire. La Cour constitutionnelle, elle fait partie d'un ordre judiciaire à part. Lorsque vous lisez la Constitution de la République, la Constitution nous dit que nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons la Cour de cassation, et puis il y a le Conseil de l'État, et puis il y a le pouvoir militaire. Maintenant, moi j'essaie de comprendre. La loi sur la magistrature, en son article 90, donc l'article 90 de la loi sur la magistrature, elle est claire, elle dit ceci. Les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas aux membres de la Cour constitutionnelle. Les dispositions de la loi sur la magistrature, ça veut dire comment est-ce que les magistrats travaillent, blablabla, ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour constitutionnelle. Maintenant, les 3 propositions de loi de Minakou et compagnie visent la loi sur l'organisation de la compétence judiciaire, la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature et la loi sur la magistrature. Par quel miracle ils vont prendre une disposition qui va affecter la Cour constitutionnelle? Parce qu'ils ne peuvent pas le faire par la loi sur la magistrature, elle ne s'applique pas aux magistrats de la Cour constitutionnelle. Ils ne peuvent pas le faire par la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, c'est un organe de gestion, ce n'est pas un organe de nomination. Ils ne peuvent pas le faire par la loi sur l'organisation de la compétence judiciaire. Parce que la Cour constitutionnelle constitue, ce que j'ai dit tantôt, constitue un cadre, un ordre judiciaire à part.
Moi, je suis curieuse et je suis intéressée de savoir c'est quelle mécanique des sorciers à travers lequel ils veulent modifier la loi sous la Cour constitutionnelle pour que le ministre de la Justice intervienne dans la nomination des juges de la Cour constitutionnelle. Des sorciers. Des sorciers. Maintenant, moi j'ai des observations à faire. Avec tout ce que nous avons fait comme exercice là que j'ai fait pour vous, comme exercice et l'analyse que j'ai fait, il ressort d'une chose. Il faut savoir que, il faut comprendre que la démarche de Minaku Company, non seulement qu'elle est anticonstitutionnelle, mais si on va un peu plus loin, c'est même une démarche qui pourrait s'apparenter à la trahison. Parce que c'est une démarche qui atteint les droits du peuple. Vous savez, chers amis, la Constitution de la République, en son article 4, qui parle de la révision de la Constitution, dit ceci. Pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente Constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions relatives, ça commence maintenant à citer, à la forme républicaine de l'État, au principe du suffrage universel, à la forme représentative du gouvernement, au nombre et à la durée du mandat du président de la République, à l'indépendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. D'abord, dans la Constitution, on a la procédure qui est prévue pour changer la Constitution, pour modifier la Constitution. Mais le Constituant était prévoyant. Le Constituant a dit ceci, nous sommes dans un pays qui a connu beaucoup de soubresauts politiques. Il faut être prudent. Comme on dit, l'homme prudent voit le mal de loin. Le Constituant dit non. Même si on arrive à mettre en place, à réunir toutes les conditions nécessaires pour modifier la Constitution, les éléments ci-après ne peuvent jamais être modifiés. Si on les modifie, on viole par le fait même la Constitution et on s'expose à ce que la Cour constitutionnelle déclare la dite modification inconstitutionnelle, donc inopérante. Quels sont les éléments qui ne peuvent pas être modifiés? L'indépendance du pouvoir judiciaire notamment. Et lorsque nous revenons sur les 8 points que nous venons d'analyser, vous allez voir que l'objectif est de soustraire certaines prérogatives qui ont été reconnues constitutionnellement à certains organes et les remettre au ministre de la Justice. Nous avons vu que les propositions de loi organique visent notamment à soustraire la prérogative reconnue au seul président de la République de nommer les magistrats et le donner au ministre de la Justice. Ils veulent enlever la prérogative reconnue au gouvernement d'arrêter la politique criminelle avec les autres politiques sociales et de le remettre au ministre de la Justice qui va l'exécuter dans un cadre de concertation avec des procureurs. Donc, ils veulent augmenter la charge publique sans donner les recettes qui viennent avec. Nous avons vu qu'ils veulent diminuer les pouvoirs du Conseil supérieur de la magistrature en soumettant le choix des magistrats qui font partie de la Cour constitutionnelle fait par le Conseil supérieur de la magistrature à l'approbation finale du ministre de la Justice. De sorte que l'on puisse avoir une situation où le Conseil supérieur de la magistrature peut choisir des magistrats et le ministre peut dire non, je ne veux pas ces magistrats-là retourner à les choisir. Non! L'état actuel du droit veut que le Conseil supérieur de la magistrature soit l'organe qui gère le pouvoir judiciaire. D'ailleurs, la Constitution va plus loin. Elle dit ceci, le pouvoir judiciaire, pour consacrer son indépendance, il a une dotation. Ça veut dire qu'ils ont leur budget à eux, qui n'est pas le budget qui est préparé par le gouvernement. Ils font leur budget. Une fois qu'ils ont fini de faire leur budget, ils vont maintenant soumettre leur budget au ministre de la Justice pour que lui inclue ça dans le budget de l'État que le ministre des Finances a fait et qu'ils aient déposé au Parlement. Donc le Conseil supérieur a des pouvoirs et les propositions de Minaku Company, c'est d'enlever ces pouvoirs-là. La Constitution interdit, prohibe l'implication ou l'interférence
du pouvoir exécutif dans le cours de l'action publique ou dans le cours de l'administration de la justice. Mais les propositions de loi veulent permettre au ministre de la Justice, sournoisement parce qu'ils ont caché cela dans le terme, intervenir lors de l'instruction criminelle. Nous avons dit que l'action publique commence par l'ouverture du dossier au niveau du ministère de l'officier du ministère public jusqu'à l'exécution de la décision finale par la juridiction compétente. Donc, pendant que l'officier du ministère public, le parquet, est en train de faire son enquête, son instruction, le ministre de la Justice ne peut pas intervenir. Nous avons vu qu'il est déjà prévu une exception dans notre loi qui permet au ministre d'avoir cette injonction seulement pour demander au parquet d'enquêter et pour demander au parquet de continuer une action publique au cas où le parquet veut abandonner l'action publique, mais aucunement et nullement stopper l'action publique. Donc, c'est une manœuvre qui vise en fin de compte à affaiblir l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et c'est une manœuvre que nous disons inconstitutionnelle. Pourquoi nous le disons? Parce que nous devons le savoir, chers amis. Si jamais ils réussissent leur mascarade là au Parlement, c'est que j'espère qu'ils ne vont pas réussir parce que le peuple est mobilisé. Kabila n'a pas pu réussir à changer la constitution pour se donner un troisième mandat. Minakou ne va pas réussir son affaire là. Mais si par marge, parce que ce sont des gens qui ont l'intention de nuire du peuple tellement élevé, s'ils arrivent à réussir leur mascarade là du Parlement, nous faisons cette analyse et nous la vulgarisons pour que le peuple sache qu'il n'y a pas de façon que la Cour constitutionnelle qui recevra ces propositions de loi peut les déclarer constitutionnelles. Ces propositions de loi-là ne fût-ce que pour les 8 points que nous avons analysés pour vous, parce que je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais ne fût-ce que pour les 8 points que nous avons analysés pour vous, ces propositions de loi sont anticonstitutionnelles. Si jamais elles atterrissent sur la table de la Cour constitutionnelle, la seule sanction qui leur est réservée, c'est de les déclarer inconstitutionnelles. Et l'article 112 de la Constitution dit ceci, que l'arrêt d'inconstitutionnalité empêche la promulgation de la loi ou la mise en application de l'acte ou de texte juridique entrepris dans ces dispositions. Il le rend nul ou non applicable. Donc, la Cour constitutionnelle sera le dernier rempart. Et elle n'a pas de choix que de déclarer ces propositions de loi-là inconstitutionnelles. Il n'y a pas moyen que ça puisse être constitutionnel. Nous vous l'avons démontré avec les articles et avec les références de loi. Maintenant, le dernier élément que je veux mentionner pour vous, c'est l'article... Je veux combiner l'article 220 de la Constitution avec le préambule même de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature. L'article 220 de la Constitution dit ceci. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre, durée de mandat, donc tout ce que nous venons de dire, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Ça, je pense que je l'avais déjà lu pour vous. Non, c'est un autre article que je voulais lire pour vous qui dit que les modifications ne peuvent être acceptées. Donnez-moi juste un instant, je vais vous le retrouver. C'est l'article 4. L'article 220 de la Constitution, mais alinéa 2, il dit ceci. Est formellement interdit. Ça veut dire qu'on met qu'à coûter. Qu'on met qu'à coûter. C'est la Constitution, c'est pas moi. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et les libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territorialement décentralisées. Ces deux alinéas marchent de pair. L'alinéa premier de l'article 220 dit « Il ne faut même pas, on ne peut pas avoir aucune révision constitutionnelle portant sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, dans le sens qu'on veut réduire cette indépendance-là. » L'alinéa 2 dit que est formellement interdite. Ça veut dire le bureau du Parlement, lorsqu'il reçoit une proposition de loi et qu'il voit que la proposition de loi va tendre à avoir pour effet de réduire les libertés, les droits et les libertés de la personne
il doit interdire une telle proposition de loi. Maintenant, il faut savoir que la Constitution déclare que l'indépendance du pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. C'est l'article 150 de notre Constitution qui dit ceci: le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Maintenant, le préambule de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature dit ceci: l'indépendance du pouvoir judiciaire est moins un droit pour les magistrats que un fondamental des justiciables. L'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est donc un droit fondamental pour les justiciables. Donc, une proposition de loi qui vise à réduire l'indépendance du pouvoir judiciaire est une proposition de loi qui a, qui a comme conséquence de réduire ou d'affecter les droits et les libertés fondamentaux de la personne. De sorte que une telle proposition de modification de loi doit être interdite. C'est la Constitution qui le dit. Vous voyez, chers amis, ce que j'avais prévu pour vous, une analyse des propositions de loi de Minaku et compagnie qu'ils ont déposées au niveau du Parlement, en démontrant article après article avec les instruments juridiques actuels que ce sont des propositions de loi qui ne peuvent pas passer parce qu'elles sont inconstitutionnelles. Et nous disons ceci: même si ces propositions de loi-là arrivent à passer dans le théâtre de l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale a voulu devenir un théâtre, ils ne respectent même pas leur propre règlement intérieur qui les oblige à envoyer ces propositions de loi d'abord au gouvernement avant de les passer en plénière. Mais ils ont commencé à travailler sur les propositions de loi. Même si ça passait, nos yeux seront tournés vers la Cour constitutionnelle, qui est notre dernier rempart. Et nous rappelons aux magistrats que l'objectif ici est de les réduire encore sous l'emprise du pouvoir exécutif. Et je ne pense pas que nos magistrats veulent revenir encore dans une république où ils ne peuvent pas travailler librement, où ils ne peuvent pas dire le droit librement, où ils sont emprisonnés et ils doivent trahir tous les jours leur conscience professionnelle, ils doivent trahir tous les jours leur intelligence parce qu'on les oblige à dire des choses qui sont en contradiction avec la loi. Voyez-vous, chers amis, où amène la précipitation? Minaku et compagnie se précipitent. Ils ont vu le procès de 100 jours. Ils sont maintenant en débandade parce qu'ils savent que dans leur PPRD, là, dans leur FCC, là, il y a beaucoup de gens qui vont tomber dans les mailles de la justice. Il y a beaucoup de gens qui vont tomber dans les mailles de la justice. Nous voulons tous aujourd'hui que nous ayons un état de droit, mais il y a des gens qui ne veulent pas parce qu'ils savent qu'ils risquent d'être des victimes de l'état de droit. Alors, ils cherchent des mécanismes pour bloquer cet élan que la République a pris pour aller vers l'état de droit que tout le monde souhaite. Nous avons démontré. Je vous demande de partager la vidéo, chers amis. Si je peux, je vais encore regarder comment la faire en lingala pour que nos frères et sœurs, tout le monde doit savoir les irrégularités juridiques de leurs affaires-là. Dans la rue, le Congolais sera là. Mais à la Cour constitutionnelle, nous les attendons aussi. Avec les arguments juridiques. Ça ne va pas passer. Pas pendant que nous sommes là et que nous souhaitons tout ce temps de... Ce pays-là, il n'appartient pas à une catégorie de personnes. Nous allons vérifier. Nous allons vigiler. Ça ne passera pas. Voilà, chers amis, ce que j'avais prévu pour vous. Vraiment, merci pour ceux qui ont pris le temps de se connecter. Comme je vous avais dit, excusez-moi, je ne pouvais pas lire les questions pendant que je parlais. Là, je vais y aller. Mais en tout cas, c'est tout ce que j'avais prévu pour vous. Bonjour Guy Madika. Coucou. Expédite à la mandarine. Ah, je te fais un gros bisou, ça fait longtemps. Samantha, ma chérie Moukala, bonjour. Freddy Chibangu, coucou. Freddy Mwamba. Ah, il y a des Freddy qui se suivent. Freddy Chibangu, Freddy Mwamba, bonjour. Bonjour, Luc Kienge. Watafar, Wakutuma. Il a un nom vraiment spécial. Bonjour, mon frère. Israël Kabeya, bonjour. Maître Mbombo, je vous présente mes respects, chers confrères. Bonjour Rémi, all the way from the USA. Passis à Dieu, bonjour. Bonjour Emmanuel Chim, José Kakoule, Jokomba, bonjour. Bonjour Dan Chim.
On essaye, Watafar, on essaye. Tati Lukusa, bonjour. Alors, Junior Libondo, qu'est-ce qu'il dit? Ok, que je puisse écrire ça sur la toile, mais regardez d'abord le temps que ça m'a dit de le parler, l'écrire. Ça va être long. Ça va vraiment être long. Donald Kabembo, bonjour. Merci Vincent Kanyonga, ça fait plaisir. Mamie Romaine, je te fais un gros bisou. Bonjour Emin Piana, ça va? Oh, I salute my sir, my trainer, the former president of